Bon, bien, nous allons commencer. Donc, j'ai le plaisir, l'ARAL a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre des conférences BFM ARAL, Bernard Kubertafon, que vous êtes nombreux à connaître, du moins dont vous connaissez les écrits. Et vous savez que Bernard Kubertafon est professeur de droit public et de sciences politiques et qu'il a publié, il n'y a pas si longtemps que ça, en novembre 2018, un essai « Pas de TGV pour les ploucs, déménagement des territoires et désintégration sociale », dans lequel il évoque déjà un territoire limousin enclavé, et dans ce livre, un territoire à qui on a promis, puis refusé, le TGV, et dont on a, sans réel débat, supprimé comme ça, un jour, semble-t-il, définitivement. Enfin, définitivement, c'est à voir. Alors, le Limousin, une identité discriminée, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Une identité limousine, c'est une question qui nous touche à cœur et qui touche à cœur tous les membres de l'ARAL et de cette association qui a tenu, lors de sa fondation en 2016, justement, à défendre non seulement les valeurs et les richesses du patrimoine limousin, mais l'identité limousine. Alors, une identité discriminée, donc nous allons vous écouter sur cette question, je crois, importante, cruciale pour nous tous. Merci beaucoup. Ça marche, là, vous n'entendez rien? Le micro, non? Il faut que je fasse celui-là, non? C'est bon? C'est bon, ça va. Merci d'être venu par ce grand froid. Malheureusement, je suis le seul à démasquer, donc je vous vois mal, c'est dommage. Bon. Ce sujet-là, j'ai choisi il y a 3 ans, quand vous m'avez demandé de faire une conférence. J'étais très remonté à l'époque, à la suite de la suppression expéditive et sans consultation de la région, une région qui a certainement plus de sens que la Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, après cette espèce de décadence, de dégradation permanente du train depuis 50 ans. Bon. Donc j'avais fait ce livre assez tonique. Depuis, je ne sais pas que je me sois calmé sur ce sujet, mais je pense que la question des identités est une question extrêmement délicate. Et c'est une question même dangereuse. Et à trop vouloir multiplier les identités, à trop vouloir confronter les identités, on aboutit à des catastrophes finalement. Et on renforce ce que, par exemple, ce que écrivait un essayiste dans l'archipel français. On dissémine, on détruit. Donc je suis beaucoup plus, vous allez le voir, réservé sur cette question des identités. Et discriminé, vous allez voir aussi que je suis réservé. Le Limousin est discriminé, mais c'est peut-être la France entière qui est discriminée par rapport au centre. Donc, je vais essayer de réfléchir devant vous à ces questions en étant un peu dialectique, si c'est possible. Je commencerai par parler de l'identité, en général, l'identité limousine. Ensuite, la discrimination ou les discriminations. Et après, je me demanderai si, dans le nouveau contexte, depuis 3-4 ans, et il s'est passé des choses incroyables depuis 3-4 ans, le problème du Limousin ne se pose pas maintenant tout à fait différemment. Et permet peut-être aujourd'hui d'avoir une attitude beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années. On peut renverser finalement le problème aujourd'hui. Alors pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce qui m'autorise à parler de ça? Je suis limousin. J'ai fait mes études à Gay-Lussac jusqu'au bac. Après, j'ai fait des études à Paris, tout ça. Et après, j'étais maître de conférence à Limoges.
pendant 15 ans en droit. Puis je suis parti après. Et lorsque j'étais maître de conférence à la fin des années 80, j'avais écrit pas mal de petits papiers, des libres propos dans Limousin Magazine. Un bloc-notes c'était très amusant, tous les mois où j'essayais de titiller un peu la vie politique limousine. C'est à la fin de la période Longequeux. Après, j'ai écrit, je vais vous montrer là-dedans, un texte dans une publication qui était faite par la région Limousin et par Nathan, dans lequel j'ai écrit un texte où je parle vraiment, à mon avis, de l'identité limousine, justement, à partir des paysages, par exemple. Et puis, à la fin des années 80 aussi, j'ai écrit ce bouquin, je vous sors tout, que j'aime beaucoup, que je vous conseille beaucoup, et qui s'appelle Province, capitale Limoges. Alors, ce bouquin, il est sur Internet, vous le trouverez en e-book. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé pour que ça tombe sur e-book, je ne sais pas, j'ai rien fait. Celui-là, le Province, capitale Limoges, j'en ai quelques-uns, mais vous le trouvez sur Internet aussi. Et puis, il y a mon pas de TGV pour les ploucs, j'en ai quelques-uns, si ça vous intéresse, tout à l'heure, je pourrais vous les dédicacer. Alors d'abord, premièrement, oui, je voulais dire autre chose à propos de ma démarche. Je suis un peu considéré à Limoges souvent comme pas comme un traître, mais je suis d'ici. Enfin, j'ai une résidence à Limoges, si vous voulez, mais j'habite à Paris et ailleurs. Donc, je suis considéré un peu par les Limousins comme un Parisien, et je suis considéré comme pour les Parisiens comme un Limousin. Je suis le problème de l'immigré un peu, qui est dans l'avion au milieu. Bon, peu importe, mais ça peut expliquer que mon pas de TGV pour les clous était assez mal perçu par des gens qui ont mal perçu le titre, qui était un titre un peu racoleur. On m'a dit, mais vous nous prenez pour des ploucs. Alors si je vous prends pour des ploucs, je me prends aussi pour un plouc. Je veux dire que le plouc, c'est l'image du centre sur la périphérie. On est toujours le plouc. Enfin, on fabrique des ploucs. Il y a une cascade de ploucs. C'est un peu comme la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. On domine quelqu'un, mais on est maltraité, donc on maltraite, et ainsi de suite, jusqu'au plus bas, qui peut maltraiter personne, puisqu'il n'y a plus que les fourmis, finalement, à maltraiter. Alors, l'identité limousine. L'identité, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques principales qui définissent quelque chose. Ici, une région. On les trouve assez facilement pour le Limousin. Et d'ailleurs, c'est très connu. C'est quelque chose qui a été très documenté. Maurice Robert a fait une conférence en 2014 en Limousin, d'ailleurs, en Occident en partie, là-dessus. Bon, alors, on pourrait parler des paysages, on pourrait parler donc de la nature, de la forêt, des sources, du granit. On pourrait parler des villages assez resserrés. On pourrait parler de l'habitat, avec des maisons assez petites, des petites fenêtres pour se protéger du froid. Je ne sais pas si vous regardez le Tour du Limousin tous les ans sur l'équipe 21 au mois d'août. Alors le Tour du Limousin a maintenant tendance à faire une étape en Dordogne avant le début, mais on voit très très bien, on sent le Limousin. Pour les gens qui aiment le Limousin, il faut vraiment regarder le Tour du Limousin. Peu importe la course, on prend un plaisir fou à regarder le Tour du Limousin lorsqu'on retrouve les vallonnements, les côtes, les descentes. Et si vous avez fait du vélo en Limousin aussi, vous ressentez physiquement le Limousin. Bon, donc à mon avis, je ne veux pas en dire plus. Il est très facile de dire qu'il y a une identité limousine au niveau de la géologie, au niveau de la nature, au niveau des arbres, au niveau des collines, et des sources.
il y a peut-être aussi une identité limousine au niveau de la mentalité. Alors, parler de mentalité, c'est très compliqué. On tombe très facilement dans les clichés. Alors, le cliché limousin, c'est le limousin un peu réservé, sérieux, solide, taiseux, qui ne la ramène pas. Poulidor, symbole du limousin, le travailleur qui n'arrive pas peut-être à arriver au plus haut niveau, mais qui est extrêmement sérieux et sur lequel on peut compter, qui ne les ramène pas. Comme on dit chez moi, ma grand-mère disait, il ne faut pas péter plus haut que son cul. C'est très limousin, ça. Et donc, ça peut conduire à un certain retrait. Cette modestie peut être aussi une réserve complexée. Et ça existe beaucoup par rapport aux hauts fonctionnaires parisiens qui arrivent pour faire un rapport, pour voir comment ça se passe. Il y a une espèce de déférence limousine qui est peut-être un peu gênante. Il lève le doigt, là. Bon. Donc, il me fait signe, le monsieur, là. Bon. Donc, identité limousine, certainement, et certainement plus forte que l'identité de la région centre, qui n'a aucune identité, que l'identité de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un accolement de 3 régions. Hein. Il n'y a rien à voir entre le Pays basque et Guéret. C'est même risible. C'est invraisemblable, de certaine manière. Bon. Donc, il y a une violence, certainement, à supprimer quelque chose que l'on ressent, parce qu'il y a l'identité objective et il y a l'identité subjective. Nous sommes porteurs, chacun, de cette identité. Elle nous colle au sabot, j'allais dire. Plus de sabot. Donc, nous avons en nous des paysages, des souvenirs, et supprimer une région comme ça en 6 mois, en la recollant d'abord un peu plus haut au centre, et puis en l'amenant vers vers Bordeaux, c'est assez invraisemblable. Surtout à une époque où on parle beaucoup, on en parle encore plus aujourd'hui, de consultation, de tenir compte des populations et de tenir compte des identités. Parce qu'il s'agit de tenir compte des identités au sud du monde, mais les identités en France, on les a complètement méprisées. Résultat des courses, la débandade, enfin c'est une des conséquences, c'est la débandade électorale du Parti socialiste, qui, à mon avis, là-dessus, a complètement trahi. Complètement, pas tous. Pas tous. Il y a quelques socialistes qui ont essayé de le combattre, notamment Robert Savy. Bon. Mais il était très minoritaire, très isolé. Donc c'est une imbécilité politique, à mon avis, qui se paye et qui se paiera très, 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 très longtemps dans les urnes. D'ailleurs, Limoges a viré à droite, le Limousin aussi. Enfin, voilà les conséquences. Alors, ceci dit, oui, il y a une identité limousine, mais je me méfie des identités. Nous sommes à une époque où tout le monde veut mettre en avant son identité. Et j'ai mon identité, on doit respecter mon identité, on a blessé mon identité. Et si on blesse mon identité, j'ai droit à une réparation. Alors, au début, dans mon raisonnement, je me disais, bon, le Limousin, identité blessée, il s'agit d'avoir une attitude un peu corse, de bloquer les trains, de faire quelques opérations un peu violentes, et on va obtenir des bénéfices. C'était peut-être une éventualité possible. Mais c'est assez dangereux. Moi, j'ai toujours... À propos des identités, je vais raconter une anecdote qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. En Afrique, j'ai un peu habité à Douala, et je me promenais dans les rues de Douala. Il fait très chaud à Douala, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de Blancs qui se promènent dans les rues de Douala. En général, on est en voiture. Et quand je me promenais, d'ailleurs, on me disait « Eh, le Blanc, tout ça !» Bon. Je n'étais pas choqué, d'ailleurs, qu'on me dise « Eh, le Blanc !» Et un jour, je suis arrêté par des gens qui se présentent comme des flics.
j'y croyais à moitié, à ces flics, parce qu'il y a des endroits très sûrs, et puis 100 mètres plus loin, il y a des endroits un peu douteux. Et ils avaient une camionnette, tout ça, ils étaient 2. Ils avaient un pseudo-uniforme. Et je leur ai dit, je ne vous crois pas, montrez-moi vos papiers. C'est un peu gonflé. C'est un peu... Et le mec m'a dit, pour qui tu te prends, toi? Regarde, je prends le téléphone, si tu veux, t'appelles ton consul, et je pisse et je chie comme toi. Et ça ramène à l'universelle condition. Parce que, bon, finalement, quand on voyage, quand on se promène, quand on rencontre des gens, on s'aperçoit qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Sauf que nous, on est un peu plus riches qu'eux, souvent. Donc, il faut se méfier de l'identité. Alors maintenant, la discrimination. Alors la discrimination, elle me semble évidente et depuis très longtemps. Pourquoi? C'est très ancien, cette histoire, parce que ça date du Moyen-Âge et de Louis XIV. Louis XIV, la cour, les châteaux de province et les manants. Et puis, vous aviez des hauts fonctionnaires, des grands préfets, enfin les intendants, par exemple Turgot, qui vient à Limoges et qui fait des réformes, mais qui s'occupe du peuple, quoi. Donc il y a un regard. Il y a un regard en France qui est un regard sur la province et sur la périphérie, sur les extérieurs, qui est un regard de nature, à mon avis, coloniale. Ce sont des immatures. Ils ne sont pas capables. On ne peut pas leur faire confiance, mais on va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux. Donc, la discrimination, alors la discrimination du Limousin est évidente si on prend le train, c'est sûr. Pendant qu'on développait les trains vers Marseille et vers Bordeaux et l'arc atlantique, Rennes aussi, enfin, et le Nord, on délaissait, on abandonnait le train. Et la ligne Polt, qui était la ligne phare de la SNCF, avec le meilleur train de la SNCF. Et ça s'est fait en 50 ans, progressivement. Entre parenthèses, moi je trouve que les élus locaux, ils ont été assez faibles là-dessus. Ils auraient dû réagir beaucoup plus. Enfin, vous allez me dire, on les a menés en bateau après. Donc, discrimination au niveau des transports ferroviaires, discrimination au niveau du découpage administratif. Et la dernière, la réforme de la région, avec la suppression de la région, le fait que maintenant les choses se passent à Bordeaux ou à Paris. Donc il faut aller à Bordeaux. Il faudrait qu'il y ait quasiment des conseillers régionaux à plein temps à Bordeaux, avec 2 domiciles. Ça se passe à Paris avec les députés et sénateurs, mais ils sont logés. Ils ont des moyens. Donc un simple conseiller départemental ou représentant un élu local ne peut pas faire ce travail. Il ne peut pas. Alors bien sûr, il va y avoir 1 ou 2 vice-présidents à qui on donnera des compétences plus ou moins. Donc ça, c'est une discrimination récente qui est très forte. Et sur le train aussi, le fait que... vous savez, il y avait une déclaration d'utilité publique sur la ligne Poitiers-Limoges. Et puis, recours devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État annule la déclaration d'utilité publique. Autrement, il considère, lui, le Conseil d'État, c'est très français, c'est très marrant d'ailleurs que ce soit le Conseil d'État qui, en dernier recours, tranche ces questions. Ça ne rend jamais le pouvoir. Le Conseil d'État dit non, c'est pas bon. Entre parenthèses, le Conseil d'État vient de reconnaître légale la déclaration d'utilité publique sur le TGV à venir, Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, Dax, 14 milliards. Les temps ont changé, ou alors c'est Bordeaux. Ou alors, dans la tête des conseillers d'État, j'en connais, enfin les conseillers d'État,
pas ceux qui ont été nommés au tour extérieur, mais les conseillers d'État qui sortent de l'ENA, qui ont fait toute leur carrière, qui deviennent après Premier ministre. Oui, actuellement, notre Premier ministre, c'est un conseiller d'État. Macron est malin. Il a nommé un conseiller d'État qui a l'accent méridional. On croit que c'est un plouc. On croit que c'est un paysan. Mais ça n'en est pas un. Le précédent, vous avez Philippe, conseiller d'État aussi. Ils avaient tous été... ils ont fait du cabinet, tout ça. Il était, lui... il est maire du Havre et il n'avait pas cet accent. Mais là, il a fait un bon choix, Macron. On a un conseiller d'État qui n'a pas l'air d'un conseiller d'État, mais qui pense comme un conseiller d'État. Récemment, il est venu à Limoges. Il est venu à Limoges. Je parle sous le contrôle de mon cher cousin, Michel Cubertafond, qui me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Et il est venu à Limoges. Et alors, il s'est enquis de l'avancée du tram. Parce que vous savez qu'on va avoir un meilleur tram. Mais pas tout de suite. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Alors, c'est un train... Alors, l'État a versé doit verser 750 millions pour ce train, pour la ligne sur Limoges et pour la ligne sur Clermont. La ligne sur Clermont, elle est aussi catastrophique, c'est pareil. Hein. Bon. Et moi, je pensais que le train, c'était lancé l'affaire, que le train a été commandé et qu'à Tarbes, je crois, ou par là, où la société espagnole qui a eu le marché, le fabrique, c'était commencé. Non, c'est pas encore commencé. Non, ils sont en train de faire les études. Ils font les études. Et puis en attendant, ils nous consultent. Quelle couleur vous voulez pour les... Vous voyez? Bon. Bref, on en reparlera peut-être de cette affaire de train. Donc, discriminer, certainement. Est-ce qu'on a toujours été discriminé, le Limousin? Mais je ne crois pas. Parce que regardez l'autoroute. L'autoroute, jusqu'à Limoges et même jusqu'à, je ne vais pas dire de bêtises, jusqu'à Brive. Ah ouais, jusqu'à Brive. Et un peu plus loin même. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Il y avait du temps du... Alors, vous n'avez pas connu peut-être. Il y a 50 ans, il y a du temps du général de Gaulle, dans les années 60, et après d'ailleurs, il y avait une politique véritable d'aménagement du territoire. Il y avait une délégation à l'aménagement du territoire. Il y avait un effort pour amener des équipements dans les territoires. Et on a changé de politique. On est passé dans un système de concurrence, de marché, et il n'y a plus cet effort d'aménagement par l'État, quoi. On laisse les gens se débrouiller. À la limite, on les met en concurrence. On met en concurrence des villes. Débrouillez-vous. Le meilleur gagnera. Et les autres, on leur donnera un peu d'Internet, comme ça. Bon. Voilà, c'était... Donc, discriminer, pas toujours. Et puis, à mon avis, je reviens là-dessus, c'est une politique, la discrimination, c'est une politique qui est dans l'esprit français, qui n'existe pas de la même manière, ou pas du tout, dans les autres pays européens. L'Allemagne s'est constituée, l'unité allemande. Ça a été lent, ça s'est constitué à partir de la Prusse peut-être, mais finalement, vous avez plusieurs principautés qui se sont rejointes. Et aujourd'hui, vous avez un système fédéral dans lequel les collectivités, les États, les Länder, ont de très importants pouvoirs. L'Espagne, c'est pas fédéral, mais enfin, c'est terriblement c'est très décentralisé. L'Italie, idem. L'Italie qui se constitue un peu comme l'Italie, comme l'Allemagne, c'est-à-dire par rassemblement au XIXe siècle d'éléments distincts. Nous n'avons pas du tout ça en France. En France, on a depuis toujours une tradition de centralisation. Tocqueville le dit très bien dans l'Ancien Régime et la Révolution. Continuité historique, continuité centralisatrice. Alors en 82, il y a eu quand même une forte décentralisation, mais je pense que le début du quinquennat de Macron a été au contraire marqué par une très forte retour à la centralisation. Alors,
c'est mon point de vue. Bien sûr, il ne sera pas partagé par tout le monde, mais j'ai l'impression que ces jeunes gens-là qui ont pris le pouvoir, ce sont des contrôleurs de gestion, un peu, qui considèrent qu'il faut rectifier la France, ou qui considéraient qu'il faut rectifier la France, parce qu'ils se sont amendés, ils ont connu des échecs et des difficultés, et notamment au niveau des collectivités locales. Et il y avait encore 2 discours qui continuent à courir. Il y avait le fameux discours qui a conduit à la suppression de la région sur le millefeuille administratif. Je demanderai à ce qu'on regarde ce qui se passe en Italie, en Espagne et ailleurs, et en Allemagne, pour voir s'il n'y a pas partout des millefeuilles administratifs. J'attirais aussi l'attention sur les bienfaits du millefeuille administratif. Parce que les maires étaient des moins que rien. Il y avait trop de maires en France, il y a 36 000 communes, quelle catastrophe. Ça ne coûte rien, hein, des maires locaux. Hein. Que dalle. Hein. Ils sont payés des ronds de chapeau, ils ne sont pas payés, et puis ils font le boulot, quoi. Ils sont proches des populations. Lorsqu'il y a eu le Covid, alors d'un seul coup, comment on va faire? Eh bien, on va faire avec les maires. Et maintenant, on essaie de caresser les maires dans le sens du poil. Donc, il y a une tradition française de méfiance par rapport au local. Il y a une tradition française de crispation par rapport à la décentralisation. Lorsque Mitterrand a fait ses lois de décentralisation en 82, moi je me souviens du discours qui était tenu, c'était un discours, mais ils ne vont pas y arriver, ces imbéciles. Ils vont faire des bêtises. Ça va coûter des fortunes. Il va y avoir de lourds déficits. Comme si la gestion de l'État elle était impeccable. Non. Les déficits, ils sont ailleurs. Donc, tradition française de centralisation, de méfiance, et avec un surplus de méfiance au début du quinquennat, parce qu'il y avait l'idée qu'il y avait finalement un trésor caché dans les collectivités locales. On avait dégraissé tous les mammouths administratifs au niveau central, dans les ministères, qui étaient à l'os, comme on disait. Ils sont peut-être à l'os, toujours. Et il restait quand même un gisement d'économie très important dans les collectivités locales. C'était ça l'idée. Ils dépensent trop. Ils ont créé des postes de fonctionnaires à tire-larigot. Ils foutent rien dans les collectivités. C'est tous des feignants, etc., etc. Voilà. On va regrouper. On va apporter de la clarté et de l'efficience là-dedans. Donc voilà le schéma. Vous voyez. Je voulais vous dire, bon, identité, oui, mais bon, on ne va pas en faire un fromage. D'autant que l'identité, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que si vous me disiez qu'est-ce que c'est le Limousin, je vous raconterais des histoires. Je vous dirais, le Limousin, pour moi, c'est la promenade que j'ai faite il y a 15 jours. Je suis allé à Vassivière. Je suis allé voir, comme d'habitude, le musée Robérol, qui est une merveille. Je suis allé au musée dans l'île, qui est un point d'interrogation pour moi, toujours. Parce que c'est magnifique, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ou alors des choses invraisemblables qui ne méritent pas... bon, bref. Je suis allé à Émoutier. À Émoutier, j'ai trouvé qu'il y avait de la vie. J'ai constaté à Émoutier que il y a les abattoirs d'Émoutier qui sont transformés en salles de théâtre avec un animateur qui s'appelle Sylvain, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Creuse, voilà. Et l'autre jour, je vais au théâtre de l'Odéon, enfin l'année dernière, je vais au théâtre de l'Odéon pour voir la légende du Grand Inquisiteur. Je regarde le truc et je vois spectacle par ce monsieur-là, préparé à Émoutier. Alors, je vous parle de mon Limousin. Bon, le Limousin, pour moi, c'est le musée de Rochechouart. C'est les promenades le long de la Vienne. C'est l'automne qui est absolument prodigieux dans ce pays. C'est des promenades à bicyclette. Donc, on a tous notre Limousin profond.
très profond. Donc l'identité, c'est quelque chose d'assez personnel, qu'il ne faut pas blesser, bien sûr, mais sur lequel il ne faut pas en faire trop quand même, parce que chacun a son idée. Et puis vous pouvez multiplier les identités autant que vous voulez. À Limoges, vous avez l'identité du square des Émailleurs, qui n'est pas du tout l'identité des Coutures. Rien à voir, je pense. Ouais. On pourrait... Et si on se met à vouloir... Bon, bref. Alors, identité, oui. Discriminer, oui. Alors, que faire? Que faire par rapport à cette situation assez ambiguë, en tenant compte quand même du fait que, par derrière, il y a beaucoup d'affects, il y a pas mal de réalités vécues, et il y a quand même une situation qui ne va pas bien. Il y a des choses qui ne vont pas bien au niveau des transports, au niveau du regard porté sur nous, enfin bref. Alors moi, je pense qu'il y a eu pas mal d'événements qui ont modifié complètement les choses et qui permettent d'avoir une autre vue là-dessus, une vue optimiste, une vue dynamique, une vue combative. D'abord, il y a eu un changement radical au niveau des finances publiques. Depuis 2 ans, 3 ans, même avant. En fait, ça a commencé en 2012. Avant, on nous racontait qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut rien faire, il n'y a pas d'argent. Et surtout pas pour la province, puisque les choses qu'on faisait, c'était plutôt pour Paris, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas faire les routes, on ne peut pas faire le train, on ne peut pas faire des équipements, impossible. En 2012, il y a eu une crise financière et il y a eu une attaque contre l'euro. Et le président de l'euro, de la Banque centrale européenne, qui est un homme génial en fait, qui est également président du Conseil italien, Mario Draghi, il a dit au marché une seule phrase, dans une conférence où il était très, très posé. Oui, c'est un homme extrêmement classe, comme ça, cravate, pas un mot plus haut que l'autre. Il a dit « We will do everything it takes ». Oui, je parle un peu anglais, il faut. Mais c'est lui qui parle anglais. Parce que ça veut dire nous ferons tout ce qu'il faut. Et on a la BCE s'est mise à racheter des titres d'emprunt des États et des entreprises. C'est interdit par les traités. Hein. Alors on a dit, oui, c'est interdit, mais on le fait sur le marché secondaire. C'est-à-dire que les titres sont émis, ce n'est pas la BCE qui les rachète directement, mais ils sont revendus et en seconde instance, sont rachetés par la BCE. La crise du Covid, la BCE et les banques centrales derrière, a racheté. Et l'argent qui n'existait plus, l'argent est là. Il y a même une théorie, américaine qui est en vogue, l'hélicoptère-monnaie. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent aux gens. Alors, l'hélicoptère par hélicoptère. Hier à midi, je déjeunais avec des amis marocains qui m'ont expliqué qu'au Maroc, les gens qui n'ont rien, ils freinent sur leur portable, ils ont quand même un portable, une application, et on leur envoie de l'argent tous les mois. Sinon, ils meurent, puisqu'il n'y a plus de tourisme. Ouais. Donc, l'argent qui était rare, il est abondant si on veut. C'est la création monétaire. Et on retombe dans des théories keynésiennes de l'économie. Pour faire marcher l'économie, il faut investir, il faut donner du pouvoir d'achat. Les gens achètent, les gens font des investissements. Et après, il y a de la croissance. 6% actuellement de croissance aujourd'hui. Ouais. Et finalement, le déficit est important. Il a augmenté, mais pas tant qu'on pouvait l'imaginer. En plus, l'argent est gratuit actuellement. Alors ça ne durera pas très longtemps, mais l'argent est gratuit. Donc il faut faire rouler la dette. La dette, c'était mal. Nous sommes un pays en faillite, avait dit François Fillon, qui est un homme très scrupuleux, comme on sait. Bon, donc il faut serrer la vis. Ben non, ce n'est pas la peine. Donc, le premier changement par rapport au Limousin, c'est que l'argent, il est là. Et l'argent, il est là.
Donc on pourra en mettre un peu chez nous. Par exemple, sur le train, ma foi, ça traîne, le train. J'ai pris le train ce matin de Paris, j'ai mis, j'en me suis arrêté quand même à Issoudun, machin. Non, mais il faut s'arrêter à Issoudun, il faut s'arrêter à Châteauroux, il faut s'arrêter à Argenton-sur-Creuse, c'est très joli, à la souterraine, il faut bien sûr. Mais ça fait 3h20, quoi. Mais est-ce que déjà, d'ores et déjà aujourd'hui, avec les travaux qu'ils ont faits, on ne pourrait pas déjà grignoter une demi-heure? On a l'impression quelquefois les trains, le ballast a été refait, tout va bien, et les trains, on pourrait déjà arriver à 3h moins 10, il me semble. S'il y avait une pression politique, mon cher cousin. Non, mais c'est vrai, parce que quand il est venu, Castex, je n'ai pas entendu beaucoup de pression. Vous voyez, la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges veut faire une autoroute entre Poitiers et Limoges. Le président de la Chambre de commerce aime beaucoup les travaux publics. C'est normal. Et il veut faire une autoroute payante. Et pourquoi diable une autoroute payante? On va faire payer les gens qui n'ont pas de sous. Les gens qui ont fait les gilets jaunes, là, parce qu'ils étaient obligés d'habiter loin de chez eux. Oui. Donc moi, je pense qu'il faudrait revoir la question financière et la question des crédits donnés à la périphérie avec beaucoup plus de générosité. Le TGV là, qui a été décidé pour Bordeaux, c'est 14 milliards. C'est 14 milliards. Alors on demande aux deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, 2 milliards chacun. Si Nouvelle-Aquitaine donne 2 milliards, c'est toujours ça moins pour nous. Hein. Parce qu'ils ont bien vous dire les trains du quotidien, on l'a amélioré, tout ça, mais bon. Et puis, il va y avoir un emprunt fait par un établissement public local. Mais l'argent, donc, on peut le mobiliser. On n'est pas obligé de faire payer le consommateur d'autoroute ou de 4 voies. Donc, à mon avis, il faut avoir une approche par rapport à cette question beaucoup plus ouverte, en tenant compte des nouvelles réalités financières. L'argent gratuit, la dette qui roule, et l'argent qu'on déverse, hein, si on veut le déverser d'ailleurs. On a toujours déversé l'argent qu'on a voulu déverser, là où on l'a voulu le déverser. Hein? Quand il y a un truc à Paris à faire, on déverse l'argent. Ça, c'est la première nouveauté, le premier changement qui permettrait peut-être d'avoir une autre attitude. Il y a un deuxième changement possible, peut-être une ouverture possible, mais j'y crois moins maintenant. C'était l'espoir qu'on avait au moment du confinement, l'espoir de grandes migrations vers des villes moyennes où la qualité de vie est bonne. Et le Limousin, Limoges, par exemple, très bonne qualité de vie. Enfin, vous avez des services publics de qualité, vous avez des transports, vous avez de la culture, vous avez des équipements publics, et vous avez des logements pas chers. Location ou achat. À Limoges, vous achetez un logement, vous avez des appartements entre combien 1200 et 2500 le mètre carré. Ça augmente. Alors ça a un peu pris. Ça, c'est plus. 3000 moi, je ne crois pas, d'après ce que je vois. Et d'ailleurs, Michel Cubertafond, il n'est pas d'accord. Il suit le... Non, moi, je crois que dans les très beaux quartiers, peut-être dans un truc, une maison extraordinaire, mais vous avez des très beaux... des appartements pas mal à 1500, 1800 le mètre carré. Mais même dans les centres-villes, hein. C'est peut-être pas parfait. Quand vous voyez Paris, maintenant, c'est au minimum 10 000 le mètre carré. D'ailleurs, si vous avez un appartement à Paris, vous vous enrichissez sans rien faire. Hein. Tous les ans, vous prenez 10%.
C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et alors les villes aussi, les villes très bien desservies par le TGV, les grandes métropoles, elles sont à... Alors Lyon est à 5000, Bordeaux est à 5000. Moyennant quoi, vous avez plein de gens qui ne peuvent plus se loger et qui sont à l'extérieur et qui sont en difficulté et qui éventuellement, lorsqu'il y a une jacquerie ou une révolte, se manifestent. Alors je pensais que le mouvement de retour vers la province serait plus fort avec le télétravail. Mais tout le monde ne peut pas avoir deux logements. Tout le monde ne peut pas avoir un appartement à Limoges et un pied-à-terre à Paris, ou alors une chambre d'hôtel à Paris 3 jours par semaine. C'est pas possible. Ou alors il faut avoir des gros revenus. Or, dans notre région, il n'y a pas de gros revenus. Donc les gens qui sont entre 1200 et 2500, ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent peut-être organiser leur travail pour faire 4 jours, 3 jours, mais non, c'est pas possible. Donc cette idée qui a été très répandue il y a 1 an d'un réaménagement et une réintégration des territoires par le télétravail, je ne pense pas que ce soit quelque chose à piocher. Encore que si les transports étaient améliorés, quand même, si on avait 2h30 pour Paris, ça pourrait quand même permettre, et c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait pousser là-dessus. Ça, c'est la deuxième idée dans la nouvelle donne, qui est une idée que j'écarte un peu parce que c'est pas très... Troisième idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande prise de conscience de la différence fondamentale entre la France principale et la France périphérique. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus très intéressante. Alors, un des premiers à parler de la France périphérique, ça a été Christophe Guilluy, qui a fait un article dans le Figaro lundi qui était très très bien là-dessus aussi, en disant voilà, il y a la France périphérique, et puis ça donne les gilets jaunes, parce que dans la France périphérique, il y a les gens qui vivent un peu en marge et difficilement, et puis lorsqu'il y a un problème avec par exemple le prix du gasoil, c'est la catastrophe. Donc il y a Christophe Guilluy, il y a aussi Pierre Vermeuren. Pierre Vermeuren, c'est un type qui est professeur à Bordeaux, c'est un spécialiste du Maghreb aussi, et il est de Verdun, lui. Il est très accroché à son territoire, même s'il habite à Bordeaux, et il travaille à Paris, puisqu'il est prof à la Sorbonne. Et lui, il a écrit un bouquin, plusieurs, qui s'appelle « L'impasse de la métropolisation ». Ouais, parce qu'on a fait des grandes métropoles, 8. On a écarté Limoges des grandes métropoles. On a écarté Clermont-Ferrand des grandes métropoles. On n'a pas érigé une grande métropole au centre. C'est quand même monstrueux. Quand vous voyez la carte de France, vous voyez, ça s'écarte. Ça s'écarte. On n'a pas fait les transversales. Je ne vais pas parler de transversales. Je voulais aller à Vichy en train, là, demain. Vous savez, il n'y a pas de tram. Il n'y en a plus. Alors, si. Est-ce que vous connaissez Railcoop? Est-ce que vous êtes actionnaire de Railcoop? 100 €. Et Railcoop, c'est très intéressant comme idée. Hein. C'est des gens qui sont à Figeac, je crois, et qui veulent faire revivre Bordeaux, Lyon, Bordeaux-Lyon, en passant par Limoges, Guéret, après ça va Gannat, Roanne, Vichy, pas Vichy, c'est côté Gannat, Roanne, Lyon, et ils ont une licence. Ils vont commencer, semble-t-il, au mois de décembre, à la fin de l'année, et en attendant, ils ont fait déjà une ligne vers Cap-de-Nac pour le fret. Donc c'est une initiative coopérative qui a peut-être animé la transversale et d'autres transversales. Bon, c'était une parenthèse sur Railcoop. J'attends Railcoop avec
avec beaucoup d'intérêt. Bon. Donc, prise de conscience de la France périphérique et des difficultés de cette France périphérique. J'avais écrit mon pas de TGV pour les ploucs la veille du déclenchement des Gilets jaunes. Puisque ça, oui, ça a commencé. C'est sorti un vendredi et les Gilets jaunes, le premier, c'était un samedi. C'était assez bien vu. Mais enfin, et je parlais aussi là-dedans du mépris de certains pour, comme le disait Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, vous vous souvenez, c'était le porte-parole du gouvernement. Il choisit des très mauvais porte-parole dans ce gouvernement. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas de savoir-faire. Même l'actuel est bien sympathique, mais à mon avis, au porte-parole, il faut quelqu'un qui a de la bouteille. Ça manque de gens âgés, je trouve, dans ce gouvernement. Je sais pas si vous en sentez. Ça les calmerait. Il dirait Emmanuel, dors un peu. Bon, enfin bref. Donc, Benjamin Griveaux, il avait dit, c'est un mouvement de gens, les Gilets jaunes, au début, qui fument des clopes et roulent en diesel. Il a dit ça, hein, qui fument des clopes et roulent. Mais vous vous rendez compte, hein? Eh bien, il y a une France qui regarde l'autre France un peu de cette manière. Et c'est plus simplement les gens qui sont à Paris, c'est les gens qui sont à Bordeaux maintenant, qui sont à Lyon, etc., etc. C'est très dangereux pour la France. Ah, je pensais, ah oui, j'ai retrouvé Jérôme Fourquet. Vous avez lu l'Archipel français. Alors ça, c'est au niveau culturel, où il montre que finalement, ça fout le camp, quoi, ça se distend complètement. Et il vient de faire un deuxième livre, là, avec quelqu'un d'autre, qui s'appelle La France vue d'en haut, où il montre des zones qui sont complètement détruites. Est-ce que vous avez lu le bouquin aussi le Goncourt d'il y a 2 ans, qui était magnifique, de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux? Ben, ça racontait ça un peu aussi. Une France qui est abandonnée, avec des gens qui savent quoi faire, qui voudraient rester sur place, mais qui ne peuvent pas, et où aller? Alors peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, et s'il n'y a pas de prise de conscience, je suis assez inquiet pour l'avenir, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de gens qui auront beaucoup de fric, et puis de plus en plus de gens qui seront payés, il y aura de l'emploi, hein, mais qui seront payés 1000 balles, sans charge sociale pour les patrons, et qui feront qui transporteront des pizzas, des machins, des trucs comme ça, voilà, et qui ne pourront pas se loger dans les grandes villes. Ils ne pourront pas se loger. Vous avez vu le film de Audiard, Les Olympiades? Eh bien, vous avez là des profs qui sont en colocation dans le 13e arrondissement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger à Paris, des profs. Des gens qui ont le CAPES ou le grec, je ne sais pas. Ouais. Bon. Donc, il faudrait, à mon avis, avoir une plus grande sensibilité à ce problème fondamental de la France, qui est un problème d'opposition entre des gens qui sont dans les grandes villes et qui ont tout, et les autres qui sont en périphérie, qui grignotent des choses, mais qui vivent très mal, ou alors qui vivent un peu en marge. Je continue à faire mes références et mes citations. J'avais lu c'était en 2014 un très très beau livre qui s'appelait Remonter la Marne, de cet écrivain qui avait été otage au Liban, journaliste, aidez-moi, je n'ai pas la mémoire. Vous savez, Jean-Paul Kaufmann, qui a écrit des magnifiques, hein, magnifiques. Et il a remonté la Loire à pied. Et là, il parlait des gens qu'il présentait comme qui vivaient pas mal, qui étaient dans leur coin, qui avaient leurs trucs avec leurs copains, qui faisaient des bouffes, tout ça, qui pêchaient, qui avaient un boulot. Et il les appelait les conjurateurs. Et peut-être qu'il va y avoir en France plein de conjurateurs, des gens qui vont se débrouiller comme ça, qui vont un peu mépriser finalement les pouvoirs en place en disant ils ne s'occupent pas de nous, tant pis, bon, on va pas. Bon. Donc, risque de désintégration sociale. Alors, que faire concrètement?
poser des bombes sur les rails. C'est pas dans le tempéra, c'est pas l'identité limousine, peut-être, je sais pas. C'est un peu ridicule. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord, premièrement, il faut s'approprier le stigmate, comme on dit aujourd'hui. Renverser le stigmate. Ils nous disent, vous êtes un peu des demeurés, vous êtes un peu les limousins, vous êtes... Et il faut leur dire, mais oui, nous sommes comme ça. Nous sommes un peu lents, mais nous aimons la lenteur. Et à quoi ça vous sert, la vitesse? Par exemple, le train de Dax, le TGV qu'on va faire pour Dax, pour gagner 12 minutes? Non, ça va pas. Ouais. Donc, oui, un peu de lenteur, c'est pas mal. Nous préférons des bons trains qui sont ponctuels, avec un certain confort, mais qui sont fiables, hein, à des trucs qui vont très vite, mais qui sont simplement réservés à quelques-uns. La lenteur. Oui, nous sommes pauvres. Nous sommes plus pauvres que vous, mais peut-être que nous vivons mieux que vous. Donc il faut dire, vous avez, chez nous, je dis le Limousin, on pourrait dire la même chose pour l'Auvergne, nous bénéficions de tas de choses qui sont formidables. Hein, on peut rentrer chez soi à midi, on peut passer des week-ends en famille facile, on peut aller au cinéma à pied, avec de bons films, on peut aller au théâtre facilement, etc. etc. Donc oui, nous avons une vie, il faut le dire, nous avons une vie bien meilleure que vous, qui êtes coincés dans les encombrements, tout ça. Surtout depuis que Mme Hidalgo a mis des lignes des voies réservées pour les vélos là, et pour les trottinettes. Pour traverser Paris, on met maintenant 2 fois plus de temps. J'en ai fait l'expérience hier soir. Incroyable. Bon, bref, on ne peut pas traverser Paris. D'autant qu'il y a le procès là actuellement. Alors, c'est bloqué devant. Alors ça, c'est la fin. Ça veut dire que c'est fini. Non. Excusez-moi, hein, j'aurais dû. Ça s'arrête. Alors ça, c'est la première idée. Il faut inverser ou s'approprier le stigmate. Oui, nous sommes, comme vous dites. Mais vous êtes comment, vous, qui nous commandez? Vous, les énervés, là-haut. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez inventé comme truc? Souvenez-vous, avant la privatisation, le changement de statut de la SNCF, le rapport Spinetta, le rapport Duron, Spinetta, haut fonctionnaire socialiste, ancien président d'Air France, et il voulait tout simplement transformer la SNCF en compagnie aérienne. C'est tout. D'ailleurs, il y a des lignes réservées dans les gares, pour les arrivées de TGV à la Bordeaux ou ailleurs. Là, vous passez dans un portail, et puis vous n'êtes plus dans la même SNCF. Donc et c'était ça l'idée. C'était complètement invraisemblable et imbécile. Donc qu'est-ce que vous avez fait, vous, les experts, les grands experts, comme merveilleuse réussite? Rien du tout, des catastrophes, sans compter tout l'argent qu'ils ont gaspillé. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à propos du Limousin, il faudrait développer, à mon avis, alors il faudrait voir du côté juridique, mais je ne suis plus juriste. Il faudrait fouiller la question. Mais je crois qu'on pourrait, dans le cadre de l'expérimentation qui est prévue par la Constitution, on pourrait peut-être créer une collectivité, Limousin, c'était l'idée de sa vie, et de Péronnet d'ailleurs, une collectivité Limousin avec la Creuse. Je pense qu'on ne pourrait pas faire ça avec la Corrèze parce qu'ils ne voudraient pas, les Corréziens. Les Corréziens, ils sont orientés vers Toulouse et toujours vers Bordeaux. Donc il y aurait peut-être, comme ça a été fait pour l'Alsace, une collectivité Alsace qui a recréé le département Alsace avec une perspective sur l'Allemagne. Donc c'est une idée à fouiller. Et puis, il faudrait développer la marque Limousin. Vous voyez, quand on fait des fusions dans l'industrie, Stellantis, par exemple. Stellantis, Fiat, Peugeot.
On ne supprime pas Peugeot, on ne supprime pas Fiat et Citroën. Au contraire, on crée des marques supplémentaires. On multiplie les marques. Donc il peut très bien y avoir dans l'Aquitaine des marques ou des spécificités ou des signes particuliers avec une marque, je dis marque, c'est la mode, une marque Limousin. Oui. Alors, dans ce cadre, il faudrait à Vassivière, comme l'avait dit Rousset, il faudrait faire, Alain Rousset, le président, un bel hôtel à Vassivière. Par exemple, il faudrait imaginer comment on pourrait rendre populaire l'île de Vassivière. Parce que si vous voulez aller dans l'île de Vassivière et si vous êtes vieux, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut y aller à pied. Ah, il y a un petit train, paraît-il, l'hiver, l'été. Oui, donc il faudrait imaginer une marque Limousin et éventuellement avec des parcours. Le parcours dont je vous parlais tout à l'heure, là, Émoutier, Vassivière, Saint-Junien, les Gants, Rochechouart, le musée Adrien Duboucher. C'est très très beau ce musée. Magnifique ce musée. Mais même les villes aussi. Donc il faudrait développer, il faudrait demander à la région des crédits pour développer des marques spécifiques. Le mot marque est un peu choquant peut-être, des sigles. Vous voyez, et je pense que c'est là-dedans, parce que je ne pense pas qu'on va revenir sur la réforme imbécile et les fêtes. On pense à autre chose maintenant. Bon, je m'arrête parce que j'ai parlé longtemps et alors j'étais un peu tournoyant, c'est mon style. Et maintenant, vous avez des questions. Hein. Des questions ou des réflexions, parce que moi je réfléchis, vous aussi. Hein. Oui, eh bien, ne regrettez pas d'avoir été tournoyant, comme vous dites. Vous avez été extrêmement vivant, passionnant, et c'est ce que nous aimons aussi. Hein. Et c'est une conférence personnelle qui donne à penser, qui interroge. D'ailleurs, votre sujet était sous forme d'interrogation. Cela dit, finalement, malgré le point d'interrogation et malgré toutes les nuances que vous avez apportées, et je suis d'accord avec vous, à la notion d'identité qui est une notion dangereuse et qu'il faut utiliser avec précaution, quand même s'il ne faut pas en faire un fromage, oui. Bon, il y a quand même une identité limousine par rapport à l'identité du centre, basque, etc. Et donc, en même temps, je suis sur cette question d'identité. Vous avez eu raison de montrer que c'était surtout pas, et qu'il ne fallait pas tomber dans l'illusion d'une définition simpliste, parce que c'est une illusion de croire qu'il y a une seule identité limousine, et vous avez bien eu raison, et nous en rions entre nous au sein de la RAL. Nous avons plusieurs identités limousines, et même presque par département. C'est vrai que parfois, moi, je me sens très proche de l'identité creusoise, moi qui suis dans le haut viennois, dans la haute partie de la Haute-Vienne, mais il y a une identité corrézienne, et nos amis corréziens défendent une identité corrézienne. Il y a tout ça, et il y a surtout, vous l'avez très bien dit, des identités subjectives et personnelles. Et chacun a son identité. J'ai aimé vos exemples. Et tel endroit de l'image, on est sensible. L'identité limousine que nous défendons, elle passe aussi par une approche personnelle, individuelle et sensible. Mais il y a un mot que je vous aurais aimé entendre, et j'ai été content d'entendre le mot Auvergne à la fin, parce que moi, je me sentais des affinités avec l'Auvergne au moment où l'on n'a pas été consulté, où on nous a imposé cette grande structure Nouvelle-Aquitaine qui, comme vous, je pense, n'a pas de sens. Enfin, même si les historiens vous parlent pour justifier la logique d'Aliénor d'Aquitaine et de raisons historiques, politiques, etc. Mais qu'est-ce que ça vaut, ces raisons? Qu'est-ce que vaut le poids d'Aliénor d'Aquitaine? Qu'est-ce que valent tous ces arguments-là
par rapport à des éléments quand même culturels, par rapport à des éléments, je ne dirais pas de mentalité, là aussi c'est un mot, mais des sensibilités, sensibilité à des lieux, sensibilité à des paysages, sensibilité à des saisons. Vous l'avez rappelé, moi je me sens beaucoup plus proche de nos amis d'Auvergne. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Moi, avant d'être limousin, je suis du Massif central. Et c'est pour ça que j'ai aimé aussi ce que vous avez dit sur l'abandon de ce massif central tout entier, au niveau des trains, au niveau des autoroutes, toutes ces voies transversales, alors que c'est un tiers de la France, en surface presque, et c'est quand même... Et quand vous avez dit que Limoges et Clermont-Ferrand, deux magnifiques villes du Massif central, sont comme ça écartées voilà, des grandes villes de France. Donc, voilà ce que m'inspire cet exposé personnel, passionnant, fondé aussi sur, et objectif aussi, et qui soulève plein de questions. Et je pense qu'on ne les épuisera pas toutes, mais que vous avez peut-être envie d'en poser. Et puisque vous avez parlé de Robert Savy, qui nous a fait, ainsi que Maurice Robert, 2 conférences avant vous sur le Limousin, je me souviens qu'une des idées de Robert Savy, c'était aussi, il regardait du côté de l'Alsace ces 2 départements rassemblés. Et il avait cette idée de rassemblement pour faire vivre quand même le Limousin dans cette grande Aquitaine. Oui, qu'est-ce qu'on a à faire avec les Landais, etc. Mais il y a une illusion à laquelle il ne faut peut-être pas trop céder. Et je ne sais pas ce qu'en pense votre cousin, mais la région, est-ce qu'il faut faire confiance à la région pour aider l'arrière-pays? Moi, je l'ai entendu de la part du président de région, qui est toujours là, actuel, M. Rousset, de la part d'Alain Juppé, qui était maire de Bordeaux, tous les deux, au moment de la création de la Nouvelle-Aquitaine, considéraient le Limousin comme l'arrière-pays. Ça a même été écrit dans le Populaire, hein, je m'en souviens. Donc arrière-pays, pays de plouc, de bouseux. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je donne d'abord dans l'ordre. À vous. Oui, merci pour votre intervention, votre conférence. Moi, je dirais que je suis limousin depuis presque, oui, depuis toujours, on peut dire. Moi, j'ai été frappé depuis cette histoire de nouvelle région, depuis 6-7 ans, par finalement, en 2014, quand ça nous est tombé sur la tête, comme ça, par l'absence le soutien, ou en tout cas l'absence d'opposition dans l'éventail politique présent limousin. Je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a eu très peu d'opposition finalement politique, et il y a eu très peu aussi d'échos défavorables dans la population. Je me souviens qu'il y a 1 ou 2 pétitions qui ont circulé, mais qui ont reçu assez peu de signatures. Et ça m'interroge quand même il y a une identité limousine, moi j'en suis convaincu, mais sur le partage par la population, ce sentiment en quelque sorte d'appartenance, il ne s'est pas exprimé en tout cas fortement à ce moment-là pour s'opposer à ce rattachement forcé à la Grande Aquitaine, puisque la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Aquitaine qui s'est agrandie, c'est tout, et c'est pas plus de choses. Et la deuxième surprise que j'ai pu constater, c'est lors des dernières échéances électorales municipales, à Limoges par exemple. Je rappelle que Limoges est quand même une des villes qui, à mon sens, a le plus à perdre dans cette nouvelle région. Bon, moins de 900 habitants, je crois, chaque année, aujourd'hui, de recensement en recensement. Alors, ils ne quittent pas tous l'agglomération, mais néanmoins, il y a quand même des pertes. Le Limousin, il perd de la population, alors que dans les années 2000, il gagnait 0,1%, en partie par an, en partie grâce à la politique d'accueil mise en place par l'ancienne région Limousin et particulièrement par Robert Savy. Et moi, j'ai été frappé dans cette campagne que voir que cette idée de déclin, alors on peut discuter sur le terme déclin, mais pour moi, il y a déclin de la Haute-Vienne en particulier, il y a déclin de Limoges, ça peut se discuter. Mais dans la campagne électorale des municipales, personne n'en a parlé. Personne ne l'a évoqué. Une seule
une candidate, ça lui a pas beaucoup réussi, la liste menée par Monique Boulestin, je crois qu'elle en a parlé dans sa communication électorale. Alors, parler du déclin, c'est pas pour se battre la coulpe, c'est pour faire réagir, c'est se dire oui, il y a du déclin, mais on veut pas se satisfaire de ce déclin. Au contraire, on fait des propositions pour eux aller à l'encontre de ça. Et moi, vraiment, la nouvelle région, elle ne fait qu'accompagner finalement des tendances, mais elle accompagne, elle accélère un certain nombre de tendances constatées depuis des années. Je pense à la littoralisation des populations et des activités. Bordeaux, bah, vous savez bien, c'est complètement engorgé. On se croirait dans des villes d'Afrique qui sont des villes champignons, toute proportion gardée, bien évidemment, avec des nouveaux quartiers en construction un petit peu partout. Une 4e ligne de tram, la ligne D, qui a été inaugurée il y a 1 an et demi et qui est déjà saturée comme le reste, est quelque chose qui devient difficile à vivre. Et tout ça, ça se fait au détriment de l'arrière-pays, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on soit dans le ruissellement. Appartenons, nous, territoires moins favorisés que les autres, à un grand ensemble beaucoup plus riche que nous, qui va faire ruisseler une partie de la richesse du littoral, ça, on ne le voit pas venir, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Donc moi, comme vous, je pense que moi, j'avais été très séduit quand il y a eu la proposition Savy-Péronnet, avec l'idée d'une collectivité territoriale du Limousin. Faut-il encore que les collectivités actuelles qui sont les départements le souhaitent? Je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui. Mais sur le modèle de la collectivité européenne d'Alsace, qui, elle, est beaucoup plus riche et attractive, avec l'idée de dire il faut rapatrier des pouvoirs de décision chez nous. Et la métropole, elle obéit à l'idée de métropole, pas Limoges Métropole, qui n'est qu'une communauté urbaine, même si on a franchi un cap et c'est une bonne chose. On est passé de communauté d'agglo à communauté urbaine, mais la métropole, c'est l'étape supplémentaire. Il suffirait d'une toute petite modification législative pour le permettre. Et comme vous l'avez dit, quant à la collectivité territoriale du Limousin, la loi actuelle le permet, me semble-t-il, dans le cadre des expérimentations, et encore plus semble-t-il, dans les années qui vont venir, puisqu'il y a un projet de loi décentralisation, les projets de loi 3D, là, vous savez, décentralisation, déconcentration, différenciation, qui renforce ce droit à la différenciation et qui pourrait permettre ce genre de choses. Donc aujourd'hui, effectivement, la Nouvelle-Aquitaine, elle prend des décisions qui concernent l'ensemble du territoire et elle dit qu'elle distribue aujourd'hui plus d'argent sur le territoire de Limousin que n'en distribuait l'ancienne région Limousin. Alors, c'est sans doute vrai, sauf que c'est à partir de règlements ou de types d'intervention, de politiques pensées à l'échelle grande région et qui ne correspondent pas forcément aux spécificités du territoire limousin. Donc, il faudrait creuser un petit peu plus pour savoir si ces aides-là, elles vont bien au même endroit, au bon endroit, je dirais, et pas seulement raisonner globalement par rapport aux sommes d'argent qui sont distribuées. Et sinon, on ressemble à une sorte de colonie où il y en a d'autres qui finalement décident qu'est-ce qui est bon pour nous. On vous donne l'argent et avec la collaboration, alors j'ai pas peur d'employer ce terme-là, finalement des élus régionaux du territoire limousin qui sont membres du conseil régional, que moi, depuis la nouvelle région, je vois pas beaucoup. Alors ils font sûrement leur boulot sur les délégations qu'ils ont, les opposants s'opposent, ceux de la majorité soutiennent, et puis ils travaillent dans leur délégation, mais je les vois pas beaucoup sur le terrain. Voilà, pour défendre les territoires, en tout cas du Limousin. Voilà, j'ai parlé beaucoup, mais bon, j'ai trop parlé sans doute. Excusez-moi. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Alors, j'ajouterai rien. C'est très bien ce que vous dites. Moi, c'est presque mieux que ce que j'ai dit parce que c'est plus. Non, c'est pas le même genre. Mais non, je suis complètement d'accord. Collaboration, c'est. Le mot collabo est un peu, surtout dans votre discours assez sage, il est un peu excessif le mot, mais non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est sûr qu'on a été châtrés. C'est pas possible, c'est incroyable. Mais c'est quoi cette idée de nous... J'avais fait une conférence il y a 3 ans, là. Mon sujet, c'était le même. Le déclassement du Limousin. On nous a mis en seconde division. Contre notre volonté, on n'a pas beaucoup résisté.
Je voulais simplement souligner un paradoxe, c'est que les deux seules villes que tu as citées, Bernard, c'est-à-dire Clermont-Ferrand et Limoges, qui ne sont pas alimentées par une voie de chemin de fer correcte, sont les deux seules villes qui est un établissement du CAC 40 qui est son siège social, à savoir Michelin et Le Grand. Ce qui est quand même paradoxal, les deux seules villes de province. Ben, ça prouve que les industriels, ils sont peut-être moins cons que les politiques, et où ils trouvent intérêt à rester là. Ou alors ils ont un patriotisme identitaire, peut-être, qu'on peut saluer. Oui, il y a plus de 30 ans, dans ces lieux, il y avait déjà une assemblée qui parlait de l'identité limousine. Et il y avait un livre qui avait été publié, Limousin et Limousin, au pluriel, au singulier, au pluriel, avec des collaborateurs qui intervenaient pour l'édition de ce livre-là. Ça avait été fédéré par Maurice Robert, dont il a été question il y a tout à l'heure. Et par la suite, on a eu l'ère Savy. Je rappellerai que Savy, quand même, il parlait limousin. Il parlait limousin. Ma meglio parla le musiche, che molingo. Perché il y a une accuse in quello lingo et qui est comme une identité. Oui, mais mon grand-père aussi. Oui, d'accord, mais le grand-père, la grand-mère, d'accord. L'autre fois, je comprends, mais je ne parle pas. C'est-à-dire que vous avez émietté l'identité, les identités. C'est vrai que quand je vais sur les bords de Vienne ou ailleurs, je me sens une petite identité, mais il y a des parcelles d'identité. Mais vous avez oublié l'essentiel, c'est-à-dire l'âme du Limousin. Et l'âme du Limousin, que les Limousins eux-mêmes piétinent depuis des générations, et que la France piétine. Vous n'avez aucune... C'est le seul moyen de fédérer cette infinité d'identités à laquelle je suis sensible, parce que je suis Limousin et très Limousin, et j'adore mon pays, et je parle la langue. Les Bretons disaient « Brezonec, Brezébet ». Sans Breton, pas de Bretagne. Sans Limousin, pas de Limousin. Et je suis contre le fait de dire « Ah, les Creusois, ah, les Corésiens, etc. Ah, les gars de la Dordogne ». Mais non, c'est nos frères. Ils sont beaucoup plus proches que ceux qui sont du Berry. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, elle est grande, je le sais bien, je partage un peu de vos points de vue. Mais enfin, il y a des choses qui innervent cette région. Il y a des choses qui sont communes avec les Auvergnats. Les Limousins des 3 départements administratifs d'autrefois, ils sont en communauté avec les gens de la Dordogne. Alors, il manque l'âme. Et vous n'avez pas parlé de l'âme. Vous ne parlez que des choses matérielles. Je sais qu'il faut se battre pour ces choses matérielles. Le train, l'autoroute gratuite, etc. Tout ce que vous voulez. On est d'accord pour se battre pour ça. Parce qu'il faut se battre à chaque fois. Et on ne s'est jamais assez battu. Seulement, il y a quelque chose qui doit innerver et donner la parole aux Limousins. C'est la conscience de leur identité. Mais c'est-à-dire une vraie identité, une identité globale, celle qui dépasse toute l'infinité de petites identités que vous avez soulignées et dans lesquelles vous nous avez noyés. En réalité, le Limousin existe depuis au moins 1000 ans. Et vous savez très bien qu'il a été piétiné, il continue à l'être. Si vous promenez dans le Limousin d'aujourd'hui, sur la population qui vit en Limousin, qui à un siècle était à presque d'1 million, 900 et quelques mille habitants, aujourd'hui il y en a beaucoup moins, vous ne trouverez plus personne qui parle la langue. Il n'y a pas 1% des Limousins, des gens qui vivent en Limousin, je ne dis même pas les Limousins d'origine, qui sont capables de parler. Vous parlez de l'Alsace, vous pourrez faire allusion à la Bretagne, au Pays Basque, aux Catalans, à beaucoup d'autres. Ils se servent de leur identité pour défendre leur économie et pour défendre leur niveau de vie et pour lutter contre les loyers excessifs au Pays Basque ou ailleurs. Tout ce que vous avez décrit, on est d'accord. Seulement, il manque l'essentiel. C'est-à-dire qu'il manque l'âme. Il manque la conscience collective. Aujourd'hui, je ne la vois pas. Il y a 30 et quelques années, il y avait encore quelques bribes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ces Limousins, ils parlent, je ne sais pas comment. Anglais, n'importe comment. Le français est crevé. Et l'occitan limousin, il est aussi crevé. Et ça, c'est la faute de ceux qui nous ont précédés. Il faut reprendre ça.
Et ça, c'est le ferment. Ça, c'est l'unité. C'est l'unité qui dépasse la diversité. La diversité de la Corrèze, de la Creuse, du Croissant. Je le connais, tout ça. J'ai traîné mes galoches pendant bien longtemps. Pendant 50 ans sur cette terre limousine. Je sais sa diversité, mais je sais qu'il y a une unité. Et cette unité, elle est bafouée. Vous avez dit discriminer, mais la discrimination, elle s'est accentuée évidemment avec l'école de Jufféry. Elle est vieille. Ça fait des générations qu'on nous piétine. Alors, est-ce que ça va durer? Moi, je suis très pessimiste là-dessus. Parce que je ne vois pas la conscience individuelle devenir une conscience collective et revendiquer une culture. Ce n'est pas ici, à Limoges, qu'on aurait dû faire la francophonie. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Mais dans cette francophonie, c'est une cacophonie. Ce n'est pas un unisson. On n'a jamais été là-dedans. On a toujours été exclus. Donc la discrimination, elle existe. Et la veulerie, la faiblesse de beaucoup de gens d'ici en est en partie responsable. Quoi que je dise, moi? Vous êtes exprimé. Moi, mes frères sont en Corrèze, mais mes frères sont en Afrique. Mes frères sont en Amérique latine. Et bon, oui, parlons l'occitan, mais est-ce qu'on est obligé de parler occitan pour être limousin? Pas du tout. Votre présentation, elle est passéiste. Moi, je voudrais montrer ce qu'il y a de positif, l'avenir. On va pas faire... avant de venir, là, j'ai croisé un de mes amis avec lequel je faisais la course à pied. Je faisais la course des petits ventres dans les années, il y a 30 ans. On montait la rue du Clocher 2 fois. C'est à l'époque où j'avais des jambes. Et il m'a dit, ah, tu fais une conférence. Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, ah, tu vas limousiner. Tu vas limousiner encore. Ah, il limousine. Bon, oui, le Limousin, ça existe, mais bon, on est dans un ensemble beaucoup plus large. On s'est fait avoir, mais il y a quand même des choses à faire. Je ne pense pas que ça passe par la langue. Là, il faut apprendre l'arabe, il faut apprendre le chinois. Ah, ben c'est bien, mais... Donc, je ne me suis pas enfermé. Non, mais excusez-moi, si je vous parais un peu... D'accord. Non, mais excusez-moi si vous considérez que j'étais un peu agressif, mais... Ah ben moi aussi, j'ai pas d'âme, oh. Et cher monsieur, vous me dites que j'ai pas d'âme. C'est gravissime. C'est pas tout à fait ça, quand même. On va s'engueuler. Bon, alors, je ne veux pas concilier artificiellement ce qui vous paraît peut-être pas facilement conciliable, quoique vos points de vue ne sont peut-être pas aussi éloignés que vous le pensez, mais l'approche est différente. C'est vrai que l'approche de monsieur est une approche sensible qui passe par la culture et qui passe aussi par la langue, mais la langue, qui l'enseigne aujourd'hui? Depuis que nos grands-mères ne sont plus là pour enseigner, ou nos arrière-grands-mères à leurs petits-enfants, leurs petites-filles, enfin petits-fils, cette langue limousine qui était... Et que les institutions sont défaillantes, là. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis sensible à l'élément culturel, parce que cet élément culturel, il peut être un ciment. Et je ne sais pas si c'est passéiste de parler d'âme. Moi qui suis spécialiste du romantisme, j'avoue que c'est un mot qui ne me déplaît pas, même si, pour moi, il est employé au 19e, et au 19e romantique, plus souvent qu'aujourd'hui, où ce n'est pas un mot, c'est vrai, à la mode, qui peut paraître démodé. Et ce n'était pas votre propos. Donc ce sont deux approches complètement différentes, mais alors que vous êtes d'accord sur un certain nombre de points. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? En tout cas, le sujet passionne.
Et si le sujet passionne, ça prouve que bon, ben, les Limousins que nous sommes, restons passionnés. Élisabeth, vous qui êtes une femme sage et d'expérience et qui avez connu la question du Limousin à plusieurs niveaux. Non, moi je ne suis pas capable je n'ai pas envie de prendre le micro. J'ai beaucoup aimé la façon que monsieur a présenté son point de vue et surtout sa sincérité. Ah oui. Eh oui. Mais oui, mais c'est un. Mais moi aussi, j'aime les conférences personnelles. Oui, il y a de l'espoir, oui, mais bon, c'était très nuancé. Il faut réagir, hein, que peut-être j'ai entendu ce que disait monsieur, c'est vrai que je ne veux pas me défendre, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique, mais maire d'Ambazac c'était quelque chose, et président de la communauté de communes aussi, mais pour autant je pense que vous avez raison en disant que on a l'impression que ce n'est pas les politiques qui sont les plus compétents en la matière pour un pays. Et puis, on peut être aussi d'accord sur le fait que le Limousin, il ne se bat pas beaucoup et depuis longtemps. On se bat entre nous. Oui, et qu'il y a une sorte de défaitisme. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? Mais j'avais envie de dire aussi, et vous l'auriez dit aussi bien que moi, au moment de cette entrée dans cette grande structure, Nouvelle-Aquitaine, ils n'ont pas réagi pour défendre l'identité limousine. Mais est-ce qu'on a été consulté? Moi, je me souviens qu'on a été consulté. Maurice Robert, qui est le président d'honneur de notre association Aral, nous avait fait remarquer qu'il a fait plusieurs voyages à Bordeaux où on l'a consulté, la vice-présidente de région, etc., Madame Anne-Marie Ococula, demandait à certaines personnalités de Limoges, comme Maurice Robert, il y en avait d'autres, de donner leur avis sur le nom de la nouvelle région. Mais ils n'ont pas été consultés sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'un nom? Après tout, bon. Identité limousine et identité basque aussi, Ben oui. Ils sont dans cette Nouvelle-Aquitaine. Donc je crois qu'il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus fort, un peu plus collectif. Et moi, moi j'attendais beaucoup une nouvelle conférence que devait faire Monsieur Savy, puisqu'on a parlé de lui, et sur cette dernière idée que vous avez prononcée d'une réunion, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a ce modèle alsacien qui a été bon. c'est un modèle, mais vous parlez d'identité, nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Ah non, on ne peut pas avoir. Mais moi, si j'élargis au Massif central, c'est parce que je pense que géographiquement, physiquement, culturellement, dans les traditions, et pas seulement les traditions intellectuelles, culturelles, mais même culinaires, etc., au niveau des goûts, etc., nous sommes du Massif central. On est sur les marges du Massif central, les marches, bon, mais on en fait partie aussi de ce Massif central. Mais bien sûr, à l'intérieur de ce Massif central, je me sens limousin. Si je ne m'étais pas senti limousin, je n'aurais pas voulu revenir en Limousin après avoir vécu une trentaine d'années à Bordeaux pour des raisons professionnelles. Vous savez, moi, nombreux étaient mes collègues qui disaient « Mais tu reviens à Limoges, c'est sérieux? C'est une blague ?» Ben non, c'est pas une blague. « Ah mais tu vas quitter Bordeaux ?» Oui. Et ça ne te fait rien de quitter Bordeaux? Ah, je dis non, ça ne me fait rien. Surtout en ce moment où la circulation devient épouvantable, bon, etc. Et puis, moi, je n'ai pas ce sentiment d'appartenir dont vous parliez. Je suis arrivé à Bordeaux pour des raisons professionnelles. Et voilà, mais il y en a même qui ont été très désobligeants. Mais Limoges est une vilaine ville. Mais je dis, mais vous connaissez Limoges? Mais Limoges est une ville. Mais tu ne vas pas comparer Limoges à Bordeaux.
Bordeaux est une belle ville, Limoges, on y est passé quelques fois. Bon, et il y a des faubourgs. Et j'ai dit oui, ça fait partie de son histoire. Mais j'ai dit Limoges est une ville qui a du charme. Et j'ai argumenté. Et moi, je n'ai pas besoin de vivre dans un beau décor pour me sentir chez moi, bien. Donc, je me sens chez moi à Limoges et en Limousin. Voilà quelle était ma réponse. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, si vous avez apporté quelques livres,